Encore bravo au collectif Minuit 12 pour cette performance incroyable. Merci vraiment. Comme vous nous l'avez confié, cette séquence est à l'image de notre époque. Elle représente l'accélération non maîtrisée de notre société et le monstre qu'elle peut potentiellement produire. Alors, justement, parlons-en de cette accélération qui est criante dans un domaine particulier, celui de la mode. Voilà, comme vous êtes en train de le voir autour de moi. L'industrie textile, nous sommes passés du prêt-à-porter au prêt-à-jeter. Que se cache-t-il derrière nos tenues ? Parlons enjeux et surtout solutions avec un panel hors du commun réuni pour changer la donne. L'occasion également d'assister à un défilé de mode pas comme les autres et on vous en dira un petit peu plus dans quelques minutes. Cette session est modérée par Kiki Borrell, experte en mode responsable, mannequin engagée et ambassadrice néerlandaise pour le climat. Je vous invite à la chercher sur les réseaux sociaux. Mais avant, nous allons retrouver Louise Raskin et Fabien Berger qui vont nous faire à nouveau une petite improvisation. Alors maintenant, place à l'improvisation. Louise, Fabien, je vous invite à nous rejoindre. Tu me guides ? Comment on va s'habiller pour le défilé? Cette fois-ci, la dernière fois, la thématique, c'était les légumes. On a réussi à récolter tout ça. Les voisins nous ont passé plein de choses. Mamie Hortense aussi. Oh, mais c'est beau. Dans la thématique du légume, il y a du vert. Et du citron. Regarde, on a même des aubergines. Par contre, moi je veux bien recycler, mais... Tu crois que... Écoute, je ne sais pas, je regarde un peu si... Chérie, j'ai besoin d'aide. Oh mon Dieu! Je t'avais dit de ne pas surconsommer. Regarde ton ventre. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, mon ventre? Mais il n'y a pas la place pour mettre tous ces habits. Oui, bah oui, c'est bon, c'est le moment, j'irai essayer. Hein. Écoute, je propose que je te coach, en fait, sur cette affaire-là. Vas-y, habille-moi. Fais de moi ce que tu veux. Oh, ok. J'aime beaucoup quand tu me parles comme ça, tu sais. N'abuse pas non plus. Hein. On va y aller progressivement. Alors, moi je pense que tu as l'âme plutôt carotte. Carotte? Mais avec des fans, parce que tu es sauvage. Oh! Ah, en conséquence. Attends, je ne vois pas de carottes. Regarde. Comme les moutons. Sauvage dans la plaine. Sur scène, sauvage tu seras. Ma foi. Oh, je m'aime. Je m'aime. Oui, moi aussi je t'aime, mais j'en fais pas tout un pataquès. Oh, regarde, il y a même du orange. Regarde, Oui. Moi, j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond, en fait, là. Les musiciens seront pas très contents avec le casque Madonna, ça ne va pas aller. Il faut autre chose, quelque chose de... Oh! Du vert, comme j'avais dit. Ah. J'aime le vert. Ah, là. Vas-y, laisse-toi aller. Vibre avec le verre. Tu es une feuille, tu es la chlorophylle, tu es la sève. Non, ne joue pas comme ça avec moi. Tu t'es trompé. C'est pas ça la passe. Normalement, il faut pas que tu te mettes à la place du truc, sinon je te rentre dedans. On refait ? C'était peut-être le but. Ah oui, vous avez pas compris, je suis un homme. Donc, alors, tu vois, comment ça se met, ce truc-là? Comme ceci, de ce sens-là, je ne sais plus. Non, dans ce sens-là. Alors, je crois que... J'ai essayé. Suis-je bête? C'est ta taille. Ben, donne-la-moi alors, parce que j'ai pas d'autre chose pour moi, je crois. Je crois que ça. Je regarde s'il y a quelque chose qui te conviendrait mieux. Mais De toute façon, j'ai vu... Pour que mon ego de mâle viril
Le reste, j'ai de l'ADN écossais. Oh, mais j'adore! J'adore! Mais comment ça se met ce truc-là? C'est pas... Ça marche pas, ça? J'ai un problème. Non, laisse comme ça, ça donne un style, ça donne un genre, j'aime beaucoup. Il faut savoir... Je suis vexé. Au revoir, madame. Non, reviens. Habille-moi! Hey, j'ai chaud. Pas grave. Yes, hello, welcome back. Oh, thank you. Bonjour et re-bienvenue. Ah bah déjà, les vêtements me manquaient, c'est super. Bienvenue après cette pause. Je suis Kiki Brill, je suis militante dans la mode régénérative, avec Zara, H&M, Mango. Et je suis donc dans l'industrie de la mode, mais j'ai vu aussi comment, par la créativité, on peut contribuer. C'est vrai pour tous les panélistes d'aujourd'hui, donc je vous demande de les accueillir chaleureusement. Welcome. Voilà, installez-vous, prenez un siège. Far from you. Alors, je suis assez loin de vous, mais je vous vois bien, ce qui va me permettre de vous présenter. Alors, Elizabeth, je vais vous présenter d'abord Elizabeth Adams de Caritas Luxembourg, qui est chargée de la campagne Repensez à votre habillement. Cette campagne se fait avec Jo Halles, qui est assise de l'autre côté, qui nous vient de Fairtrade Luxembourg et qui travaille sur la mode Fairtrade à Luxembourg. Et puis nous avons Ezra Tate, qui est directrice exécutive Zero Waste Europe. L'idée est de permettre aux communautés de repenser la relation avec les ressources. Et puis, nous avons Berthe Vanson, qui est la fondatrice et le porte-parole de MUD Jeans. Alors, nous avons 40 minutes ensemble. Je vous propose donc de plonger au cœur du sujet. Nous avons, pour plonger au cœur du sujet, nous avons une pile de vêtements. Nous avons produit suffisamment de vêtements pour habiller la planète entière jusqu'à 2100. Ben, ça fait beaucoup, hein? Et aujourd'hui, nous allons voir un peu ce que ça veut dire en termes de pollution, d'impact social, d'impact environnemental. Et puis ensuite, nous allons également voir quelles sont les solutions pour pouvoir terminer sur une note positive. Alors, je vais peut-être commencer par vous, puisque vous travaillez pour Zero Waste Europe. Et on sait que les producteurs de la fast fashion produisent des déchets. Pourquoi tellement de déchets, en fait? Eh bien, quand on parle de fast fashion, que ça soit dans l'industrie ou comme consommateur, ou même à la Commission européenne, on se réfère à un modèle d'entreprise, à une industrie qui fait partie de la conception, de la fabrication et de la commercialisation, de la production de masse, souvent de vêtements de piètre qualité. Bon, ça peut inclure évidemment une faiblesse dans la reconnaissance des droits du travail. Mais donc, voilà, ce sont ces trois parties-là qui nous intéressent, hein. Donc, la conception, la fabrication et la commercialisation. Alors, en ce qui concerne la production de déchets, c'est pas seulement du déchet textile, parce que ça, c'est visible, on le voit. Hein, on en a déjà parlé précédemment. En fait, la mode et la fast fashion, comme on dit en bon français, on en parlera par la suite, ça part de l'extraction des matières premières jusqu'au moment où on jette ce que l'on n'utilise plus. Et en fait, cette production de déchets s'étale sur toute la chaîne. Alors, j'aimerais peut-être abattre un premier mythe. Bon, en fait, ce n'est pas seulement une question de fast fashion, c'est une question de mode tout court.
Nous, ce qu'on a fait, bon, d'abord, on s'est focalisé sur la fast fashion, mais je peux vous donner des exemples comme Burnberry, qui détruisent leurs propres produits parce qu'ils ne veulent pas qu'ils soient réduits en prix. Donc, en fait, voilà, c'est exactement ce qui se passe. Donc, cette production de déchets, on le voit tout au long de la chaîne. Bon, l'idée est d'avoir des fibres synthétiques accessibles à moindre prix. On a parlé du polyester. 60% aujourd'hui de nos vêtements, c'est de la fibre textile. Le polyester en soi représente 60 à 90% de ces 60%. Mais voilà, il faut simplement se souvenir qu'il y a une croissance énorme. Bon, et ça va de l'extraction des matières, fossiles, utilisation, réutilisation. C'est sur toute la chaîne logistique que c'est problématique. Et en fait, il y a des éléments sociaux qui sont encore plus problématiques. Un chiffre peut-être dont il faudrait se souvenir, nous avons doublé la production du textile au niveau mondial en 15 ans. Doublé. Voilà. Et dans le même temps, nous avons réduit d'un tiers le temps durant lequel on utilise son vêtement. C'est valable pour toute la production textile. C'est une bonne chose que vous mentionnez l'impact social, car en effet, on va également en parler. Peut-être, je voudrais d'abord mettre la focale sur un rapport qui a été publié, qui s'appelle « Tout ce dont vous avez besoin, c'est moins ». C'est surprenant comme titre. On a besoin de moins de quoi, en fait? Écoutez, en fait, on a besoin de moins. Mais c'est collectif, hein? C'est pas vous, moi, c'est collectif. On mentionne beaucoup l'aspect climat. Mais vous savez, il y a une chose qu'il faudrait moins faire, c'est de l'extraction des ressources pour la mode. Alors, bon, c'est pas seulement vrai pour la mode, mais vous savez qu'il y a 9 limites planétaires. L'eau potable en est une. Il faut extraire moins de matières premières et moins de matériaux vierges. Ça, c'est déjà une première chose. Deuxième aspect qui peut-être est un peu contre-intuitif, c'est au niveau de la production. Moins de production, tout simplement. Moins de production de textiles, tout simplement. En fait, on peut passer de la fibre synthétique à la fibre naturelle. Mais si on continue à produire la même quantité de vêtements, ça ne va pas beaucoup nous aider. Donc, moins de production. Et puis ensuite, il y a d'autres éléments dans la chaîne, évidemment. Mais moins d'extraction et moins de production, ça me semble les leviers les plus importants. Et puis, bien sûr, moins de consommation. Alors, je passe à vous. Vous êtes fondateur de Machine. La mode, mais en mieux. Quel est l'impact environnemental de l'industrie de la mode? De manière générale, c'est un peu, comme dit madame, trop de production. Chaque seconde, vous avez un camion poubelle rempli de textiles. Chaque seconde. Donc là, le temps de ma phrase, ça fait déjà beaucoup de camions poubelles. Donc, moi, ça fait 40 ans que je suis dans l'industrie. J'ai vu tout ce qu'on peut voir à ce sujet dans le monde, avec une production qui est devenue folle. On parle de fast fashion, mais il y a aussi la ultra fast fashion. Donc, et là, ça pousse les jeunes, ça se fait par des algorithmes, à acheter des choses dont ils n'ont aucun besoin, mais ils auront l'air bien. Voilà. Et là... Voilà, je pense qu'il faut plaider pour un slow fashion, une mode lente, à déguster si vous voulez. Nous, par exemple, on utilise les vieux jeans pour les recycler. Très bien, mais voilà une belle transition. Mais mais ça peut fonctionner, Donc, on essaie d'être plus intelligent, de travailler en économie circulaire. Ça ne sert à rien de montrer du doigt tout ce qui est fait. Simplement, faisons des efforts. Quand vous dites la circularité, c'est le nouveau mot à la mode. On voit ça beaucoup dans l'industrie de la mode. Le recyclage.
le recyclage, par exemple, de plastique en chaussures. C'est ça que vous voulez dire? Non, non. Mais par exemple, on a du polyester dans les jeans. Nous, on essaye de les faire uniquement en coton. Et on travaille aussi avec du chanvre. C'est un excellent matériau. Et on recycle le coton. Donc, vous imaginez, hein, donc vous avez le jean, hein, vous avez ce coton avec du polyester, mais qu'on mélange avec de l'organique à 60%. Avant la fin de l'année, on aura... on va pouvoir arriver à 52% pour le consommateur. Bon, pour le consommateur, c'est compliqué parce qu'il y a le recyclage des bouteilles en plastique, mais il y a aussi tous les déchets, pré-consommation, post-consommation. Bon, l'idée, c'est de faire de vieux jeans et des nouveaux jeans et oublier les bouteilles en plastique, hein. Bon, on n'en a pas besoin pour les jeans de toute façon. Voilà, alors j'en arrive peut-être à ce glissement vers le synthétique. Est-ce qu'il faut reglisser dans l'autre sens vers le coton? Ça, c'est une question difficile. Ce que les gens ne savent pas, hein, sur le coton, donc le coton, c'est la nature, c'est bien, c'est bon. Mais en fait, le coton en soi, c'est déjà problématique, très problématique. Aujourd'hui, dans le monde, seuls 2,5% des terres arables dans le monde produisent du coton. 2,5%, c'est pas beaucoup. Mais on utilise plus de 60% de fibres qui sont de substances chimiques qui sont utilisées, qui polluent l'air, qui polluent le sol. Le coton a besoin de beaucoup d'eau. Donc, même si c'est un matériau naturel, il reste quand même que c'est problématique pour l'environnement et pour les personnes. Oui, parce qu'il y a aussi l'impact social, hein, du coton. Quels sont les impacts sociaux, par exemple en termes de commerce équitable? Eh bien, chacun est quand même très conscient du fait que, bon, l'industrie textile aujourd'hui, ça veut dire souvent de mauvaises conditions de travail. Mais les gens ne se rendent pas compte jusqu'à quel point, hein, ça commence par des salaires indécents qui ne permettent pas aux gens de survivre grâce à leurs revenus. Il faut qu'ils fassent plein d'heures supplémentaires pour gagner plus d'argent, parce que dans beaucoup de pays, plus vous produisez, plus vous gagnez d'argent. Donc, il y a cette pression constante. Et puis, on travaille 6 jours sur 7, sans pause sanitaire, sans pause pour déjeuner, pour manger, avec un taux élevé d'accidents, pas de sécurité sociale, pas d'assurance. Et tout ça s'ajoute au fardeau financier. Ensuite, vous avez le travail forcé des enfants. Hein, aujourd'hui, vous avez 160 millions d'enfants qui travaillent dans le monde. Mais attendez, c'est un chiffre énorme. Et beaucoup de ces enfants travaillent dans l'industrie du textile, les champs de coton, en usine. C'est vraiment un pourcentage énorme qui travaille dans le textile. Il y a 10 ans, il y a eu l'écroulement du bâtiment Plaza, vous vous en souvenez peut-être. Est-ce que les choses ont changé depuis le Bangladesh? Il y a eu, par exemple, un accord qui a été signé sur la sécurité des bâtiments, la sécurité des constructions, mais il reste beaucoup de violations des droits de l'homme. Il y a encore du travail des enfants, il y a encore des salaires indécents, du travail forcé. Et donc, voilà. Peut-être y a-t-il eu certaines améliorations, mais certainement pas suffisamment. Il reste beaucoup de travail à faire. Nous avons bien compris. Eh bien, justement, alors passons peut-être à la partie solution. Il y a par exemple l'accord de Pakistan ou l'accord du Bangladesh qu'on peut signer pour de meilleures conditions de travail. Et puis la législation européenne qui est devenue plus stricte. Et j'en viens à vous. Est-ce que cette législation va dans la bonne direction, hein? La stratégie textile de l'Union européenne, c'est une réalité pour ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas. Et je suppose que vous n'êtes pas familiarisé avec le labyrinthe bruxellois.
il y a eu des débats assez animés sur le sujet. La stratégie textile, c'est essentiellement une vision. Alors, c'est une vision qui va dans la bonne direction, certes, qui intègre tout ce dont nous avons parlé ici. Ça inclut l'aspect travail, l'aspect environnement. Mais ce n'est pas un règlement, c'est une stratégie, c'est visionnaire, si vous voulez. Et il faut des éléments plus stricts sur la production. Par exemple, aujourd'hui, on se focalise beaucoup sur la circularité. Et comme Bernd l'a dit, c'est un élément clé, certes, mais ça ne suffit pas. Et donc, même si, vous aviez 100% de circularité dans un monde idéal, on ne peut pas continuer à produire les mêmes quantités. Donc, la stratégie textile, dans sa vision, ne va pas suffisamment loin par rapport à ses limites, à ses seuils planétaires. Et puis, ce n'est pas contraignant. Il n'y a pas de cible. C'est un peu comme votre médecin qui vous dirait, écoutez, il faudrait être en meilleure santé, faire un peu de sport, mais c'est pas la même chose que de vous dire, écoutez, dans 3 mois, je vais vous voir avec une taille ou 2 tailles de moins. Hein. Donc, voilà, vous avez des outils législatifs que vous pouvez utiliser pour les cibles, par exemple, pour les objectifs. Et l'un des objectifs que l'on envisage, c'est sur la réduction du déchet textile. Alors, il y a des études qui ont été faites. Il y en a une qui porte sur 30% de réduction du déchet textile, hein, parce qu'on peut mesurer cela, évidemment, avant 2040. Bon, donc, une cible sur la quantité dont on a besoin en matière de réduction. Après, il y a des outils financiers. Et si vous avez... vous avez écouté ce que Bernd a dit, mais ce type de modèle d'entreprise est très innovant, ça demande beaucoup de recherche et de développement, mais vos jeans sont encore en concurrence avec les jeans traditionnels. Donc, une taxation qui donne plus de responsabilité aux producteurs, par exemple taxer le nombre d'éléments ou de composants mis sur le marché pour opérer cette réduction, ou taxer, je ne sais pas, par le biais de la responsabilité étendue du producteur, par exemple. Hein, c'est une question de réutilisation, pas seulement de collecte. Mais la législation, c'est un élément important, par exemple, dans le choix. Comment influencer vos choix dans la consommation? Ça ne se fait pas au niveau de l'Union européenne. À Genève, par exemple, on a eu un débat sur l'interdiction des apps, donc des applications de fast fashion. Donc, parce que ça va à l'encontre de l'agenda du climat. C'est un peu comme pour l'aviation. Donc, que ce soit au niveau local ou au niveau européen, il y a des outils qui peuvent être utilisés, des mécanismes financiers ou la mise en place d'objectifs. Et puis, en matière de consommation, et là, j'en viens à Elisabeth. Elisabeth, vous êtes chargée donc de cette campagne dont je parlais. En fait, cette campagne, c'est quoi? Alors, elle a été lancée en 2018. On a fait ça avec Fairtrade, mandaté par le ministère de la Coopération. Et dans cette campagne, nous voulons souligner différentes manières de consommer pour avoir une société plus pérenne, si vous voulez. Donc, concrètement, ça signifie quoi? C'est une campagne de sensibilisation. Hein. Donc, on a des campagnes sur les médias sociaux, on organise des événements, on éduque, quoi. On éduque. Et comment peut-on changer la consommation? Parce qu'il y a une relation avec le vêtement que l'on a. Comment on peut changer la relation qu'on a avec le vêtement? Écoutez, de manière générale, on peut dire qu'on consomme trop. Hein? Par exemple, il y a des chiffres qui disent 30% de notre garde-robe, on ne la porte jamais, déjà. Donc, trop de tout, quoi. C'est à ça que ça revient. Donc, nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'il y a d'autres manières de consommer. Vous pouvez échanger des vêtements, vous pouvez acheter du seconde main, vous pouvez acheter du recyclé. Et puis, vous avez, par exemple, un autre type de consommation, comme à Luxembourg, avec une plateforme pour les concepteurs qui conçoivent des vêtements de seconde main. Oui, mais le seconde main, ça peut être à la mode, absolument. Et je vais vous le prouver. Ah bon, ok. Eh bien, on va regarder ça ensemble. Comment le seconde main
peut effectivement être à la mode. I mean, that looks great. Ça alors, mais c'est super, quoi. Workwear. Alors, bon, le vêtement au quotidien, le travail, la vie professionnelle. Alors, qu'est-ce que vous aimez? Bah, ça, par exemple. Made by a Syrian refugee, and he got a Bon, en fait, il y a une ONG qui a donné une machine à coudre à un réfugié, et voilà, une création. Et c'est quoi ça? C'est du recyclage. Bah, du recyclage dans le sens, on appelle ça en anglais upcycling, donc on utilise du vieux pour faire du neuf. I mean, it looks better than my sofa. Et bon, c'est fait avec du tissu d'ameublement. Eh bien, moi, je peux vous dire, dit madame, que c'est beaucoup plus beau que mon sofa. Bon, il y a un magasin à Berlin et un à Bruxelles. Et c'était oui, du tissu d'ameublement. C'était des rideaux, vraiment, des tentures. Eh ben, c'est magnifique. Et vous avez autre chose? evening dress here, Oui, alors la robe du soir, la robe de soirée, voilà. donated to us from former Princess Tessie of Nassau, from Luxembourg. Alors, voilà, ça, donc, c'est quelque chose que l'on vend en seconde main à Luxembourg pour Caritas. And Bon, on travaille avec des magasins d'épicerie. I couldn't walk on those shoes, and I know I have. Voilà, c'est l'ancienne robe de la princesse Tessie de Nassau. Cici, I think Alors, je pense que vous avez une question. wearing secondhand Quand vous portez du seconde main, vous vous sentez comment? to you. Yeah. Well, actually, I feel En fait, bien, je me sens bien. J'adore, parce que ce sont des pièces uniques, vous voyez? C'est comme si je concevais ma propre marque, ma propre image. Et en plus, c'est un impact très positif pour l'environnement et pour la société, en tant qu'individu. Et donc, very valuable and also meaningful impact. je trouve que l'impact est très valable. Encourage everyone to embrace. Et voilà, c'est quelque chose que je vais poursuivre. Share the taste with Yeah. everyone. Oui, mais en plus, bon, j'adore le style, quoi. I can share my own style with others, and I can share. Bon, c'est mon style. Ça me permet aussi d'apprécier le style des autres. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons donc applaudir chaleureusement nos modèles, nos mannequins, pour ce upcycling ou ces nouveaux vêtements faits à partir d'anciens vêtements. I mean, that looks really, really good and very fashionable indeed. You're absolutely. C'est très à la mode, effectivement. Alors, tous les vêtements que nous avons vus ici, ce sont des vêtements qui ont été upcyclés et qui sont de seconde main. Donc, si maintenant j'ai des vêtements dont je souhaiterais allonger la durée de vie, qu'est-ce que je peux faire? Alors, il y a plusieurs options. Soit on fait des échanges avec ses amis, soit on peut les échanger sur des plateformes en ligne, soit vous pouvez les déposer chez nous, soit vous faites une brocante, un type de brocante, vous ouvrez votre placard à d'autres personnes, ou vous pouvez en
encore les remettre dans des conteneurs de recyclage. Alors par contre, ça peut poser problème parce que toutes ne permettent pas de donner à vos vêtements une seconde vie. Alors celle qu'on a à Luxembourg pour Caritas, elle les laisse à Luxembourg et on essaye en fait de réellement leur donner une seconde vie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quelquefois ces vêtements sont envoyés ailleurs et ça, c'est pas forcément ce que l'on cherche. Why it is important Et également, ce que l'on peut dire sur Luxembourg, c'est qu'on arrive à avoir une traçabilité des vêtements, alors que si vous les mettez dans d'autres conteneurs de dons, ça n'est pas forcément, il n'y a pas forcément de traçabilité. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, quand vous les déposez dans certains conteneurs, ça peut se retrouver dans des dépotoirs en Afrique. because we have that Alors, je these prejudices. pense que... alors pourquoi est-ce que les gens, quelquefois, ont du mal avec la seconde main, avec les vêtements d'occasion? Très souvent parce qu'on a un petit peu cet a priori de dire que ok, les secondes mains d'occasion, c'est pas forcément de bonne qualité. C'est pas forcément propre aussi ou en bon état. Alors les mentalités sont un petit peu en train de changer parce que on sait bien sûr de toute façon, peu importe les vêtements que vous achetez, vous devez les laver avant de les poser, avant de les porter. En particulier les vêtements neufs parce qu'il y a un certain nombre de composants chimiques qui se retrouvent sur ces vêtements, alors que les vêtements d'occasion sont plus hygiéniques que les nouveaux. D'accord, donc en fait, il y a moins de microplastiques, il y a moins de produits chimiques sur les vêtements d'occasion que sur les vêtements neufs. Donc ça, c'est quelque chose que la plupart des gens probablement ne savaient pas jusqu'à maintenant. Vous faites également partie de la campagne Rethink Your Clothes. Pourquoi? Parce que nous avions cette idée de consommer moins et de consommer mieux, donc on essaye de faire prendre conscience aux personnes que au lieu d'acheter quelque chose de nouveau, on doit acheter quelque chose de meilleur. Alors peut-être d'une compagnie comme celle de ma collègue ou encore de compagnies, d'entreprises qui ont un label Fairtrade. Commerce équitable. Alors il y a bien sûr ce label Fairtrade qui existe pour les bananes ou le café, c'est connu, mais également pour les vêtements. Et je pense que c'est justement ces vêtements que vous avez derrière vous. Oui, exactement. Alors je peux vous montrer quelques pièces si vous le souhaitez, quelques exemples. Alors oui, très souvent on a cette idée que les vêtements équitables, c'est un peu vieillot, c'est pas forcément joli. Alors c'est pas vrai. On a plein de choses. On a des vêtements pour le travail comme celui-ci. Alors, ça, c'est ceux qui sont utilisés pour les travailleurs de la ville de Luxembourg. On a également ici des vêtements pour les bébés, des vêtements pour les enfants également. Nous avons un créateur au Luxembourg qui fait des robes de mariée en coton équitable. Nous avons également ici des t-shirts plus streetwear, donc qui sont aussi assez faciles à trouver chez nous. Donc vous pouvez réellement faire toute votre journée en vêtements équitables, que ce soit votre pyjama, vos vêtements de la maison, confort ou vos vêtements pour sortir. Et qu'est-ce qu'on entend par industrie équitable? Alors une industrie équitable, c'est une industrie dans laquelle les gens ne sont pas exploités, où ces personnes sont payées de manière équitable, elles ont un salaire qui leur permet de vivre convenablement. Il y a également l'environnement de travail qui est pris en compte. L'environnement ne doit pas être pollué, on doit respecter la nature et les personnes. Et donc c'est cette idée de créer des vêtements. Certes, parce que tout le monde aime les vêtements, bien sûr, et les vêtements, ça peut être quelque chose de sympathique. Et je peux avoir un sentiment réellement positif quand je sais que mes vêtements ont été faits de manière équitable en respectant les personnes et la nature. Alors, quand on parle d'équitable, on parle également du revenu. Quand on parle de salaire équitable, qu'est-ce que ça veut dire réellement ? Alors, très souvent, dans l'industrie textile, on a un salaire minimum. Au Bangladesh, par exemple, ce salaire minimum pour les travailleurs textiles, c'est à peu près 69 € par mois. Et on a calculé qu'au Bangladesh, il faut pour autant au moins 207 € pour pouvoir vivre décemment. Et donc, ces 69 € ne leur permettent pas de vivre convenablement. Donc, les personnes qui touchent ce salaire minimum sont obligées de travailler en plus ou de faire des heures supplémentaires.
Le but, quand on parle de salaire équitable, c'est de pouvoir vivre au moins à un niveau convenable sans avoir besoin de faire des heures supplémentaires ou des travaux en plus. Alors oui, le Bangladesh, on en a entendu parler. On a entendu parler de travailleurs du textile qui manifestaient pour réclamer des salaires équitables qui leur permettaient de vivre. Alors, je vois également sur cette penderie des vêtements qui ne sont pas des jeans fair trade, équitables, mais pourtant, est-ce que vous pourriez me dire l'impact du jean sur l'environnement et sur les gens? Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'essaie pas d'aller très très loin. C'est-à-dire que notre industrie du recyclage se trouve à Barcelone, en Espagne. C'est pour cela que nous essayons de garder tout cela assez proche. Alors, ça peut paraître loin, mais en tous les cas, c'est assez proche. Alors, on va jusqu'en Tunisie. Mais bon, oui, c'est pas comme d'aller jusqu'au Bangladesh, en Inde, au Vietnam, etc., où ça fait des allers-retours avant d'arriver en Europe. Non, non, effectivement, on a en Tunisie, nous, une entreprise, une usine qui manufacture des jeans. On a des personnes qui sont bien payées avec un système de pointage. Les personnes quittent le travail à 16 heures. Il n'y a pas d'heures supplémentaires. On a interviewé ces personnes, on sait, donc tous les mois on fait des contrôles, on sait que ces personnes ont un bon revenu et qu'elles ont un environnement de travail correct. On essaye également de faire en sorte de ne pas utiliser de matériaux toxiques, parce que c'est une question de prix. Alors en tant que producteur, il y a toujours la possibilité de trouver du coton recyclé, du coton équitable, du coton biologique, naturel. Mais tout ceci a un coût, donc c'est toujours une question de coût. Donc dans notre rapport de durabilité, votre rapport d'ailleurs est très très facile à lire. Oui, alors le but ici, c'est quand même de bien informer les personnes et de nous assurer que la transparence est assurée, parce que il est essentiel pour une entreprise du textile d'être transparente. Mais ce n'est pas suffisant, parce que il n'est pas suffisant de savoir qu'on produit des produits qui soient bien, dans un bon environnement, avec des salaires corrects. Mais je pense que on doit également nous assurer que nous récupérons ces jeans, qu'il y a en fait un retour ensuite au producteur, qu'il y ait réellement un cycle de vie avec le retour du produit usagé. Ça, c'est notre finalité, parce que nous avons eu, en tant que petite entreprise, beaucoup d'expositions médiatiques. Donc, on a réussi assez rapidement à nous faire connaître. Donc, voilà, j'en profite aujourd'hui pour faire de la publicité, bien sûr. Mais si vous regardez sur notre site internet, on essaye de faire un cycle de vie, de créer un cycle de vie pour tous les jeans, pour chaque produit qui sort de notre usine. Et tout doit être accessible, l'information doit être connue, parce que si l'information n'est pas connue, alors vous n'êtes pas vraiment durable. C'est pourquoi nous essayons de nous assurer que nous mesurons absolument tout ce qui est mesurable dans notre entreprise, dans notre production, pour nous améliorer d'année en année. Pour nous, nous avons réellement mis les points sur les i en disant nous voulons à tous les niveaux, à 100%, d'avoir 100% partout, en fin de compte, d'avoir du coton biologique, organique, recyclé, etc. Et oui, et bien entendu, vous, comme vous dites, vous n'êtes pas encore parfait en tant qu'entreprise, mais vous voulez vous améliorer tout le temps, de plus en plus. Alors, bien sûr, le mieux, ce serait de ne pas avoir de jeans du tout, parce que ça reste polluant. Mais en tous les cas, quand on récupère les jeans, on les répare, on les revend, on les recycle. Donc, bien entendu, il y a beaucoup de choses à faire. C'est dans ce cycle de vie, il y a le fait de réparer, d'améliorer, éventuellement de recycler. Et si vraiment il n'y a personne d'autre qu'on puisse faire, on les recycle, on recycle sur la base du matériau. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que il y a cette possibilité aussi de leaser, c'est-à-dire de louer, d'avoir des jeans en leasing. C'est-à-dire que là, on est sûr qu'on les récupère, puisque vous récupérez votre caution quand vous rendez le jean. Donc ça permet d'être sûr que les jeans reviennent vers nous.
Brièvement, nous avons également parlé de législation, que plus on avance dans le temps, plus c'est important pour les produits tels que les jeans d'avoir une législation qui soit claire. Alors, qu'est-ce que vous pensez des labels RSE ou encore de la responsabilité étendue des entreprises? Alors, je pense que c'est essentiel parce que à l'heure actuelle, nous faisons quelque chose qui est, d'un point de vue économique, totalement stupide parce que tout ce que nous faisons coûte plus cher. Donc, il faut savoir que la plupart des entreprises peuvent travailler de manière très polluante sans que ça leur coûte rien, sans que ça leur coûte quelque chose. Donc, ça coûte toujours moins cher de faire des produits de mauvaise qualité qui soient pas chers et qui soient bien entendu polluants. Donc, à côté des rapports financiers qui sont fournis par les entreprises, il n'y a pas d'obligation de donner des informations sur leur processus de production. Et donc, vous voyez mes concurrents qui produisent des jeans, nous sommes dans le même champ de concurrence et pourtant, nous devons sans arrêt expliquer notre histoire, de dire pourquoi est-ce que nos jeans sont plus chers, pourquoi est-ce que nous proposons telle et telle chose et pas d'autres. Et donc, voilà, on a besoin d'expliquer la coupe, le matériau, le design, etc. Oui, comme vous dites, les entreprises ne payent pas d'une manière générale pour la pollution qu'elles génèrent et et en même temps, pour vous, en tant qu'entreprise entre guillemets propre, vous n'avez pas de plus-value financière, vous n'avez pas de remise pour produire des jeans de bonne qualité qui ne polluent pas. Non, effectivement, et cela n'aide pas. Donc, je sais que nous devons tous payer des taxes, mais je pense que nous avons besoin de faire une différenciation entre ceux qui essayent d'être propres et ceux qui ne le sont pas, ceux qui font des efforts et ceux qui n'en font pas. Je garde un œil sur la montre. Nous avons besoin d'accélérer un petit peu, mais j'aimerais quand même que chacun d'entre vous ait la possibilité de vous exprimer encore. J'ai une question pour vous, mais avant cela, il y a encore beaucoup de choses qui doivent être faites dans l'industrie du textile. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont essayé de faire mieux. On en a entendu parler des entreprises, on a entendu parler des clients, on a entendu parler d'un petit peu de législation. À quelle fréquence est-ce qu'on doit acheter des vêtements? Est-ce qu'on peut acheter nos vêtements? Est-ce qu'on doit plutôt les liser, les emprunter, les louer? Comment est-ce que l'on peut upcycler nos vêtements? Comment est-ce qu'on peut les renvoyer aux producteurs, etc. Donc j'ai une question pour terminer. C'est une phrase. Alors une question terrible qui va demander des réponses terribles. Mais si vous étiez président pour une journée, ça commence déjà bien, et que vous aviez la possibilité de changer l'industrie textile, qu'est-ce que vous feriez? Elisabeth? Je pense que je commencerai par la base. Je pense que c'est une question d'éducation parce que le changement dans l'industrie du textile doit venir du consommateur. Parce que si les consommateurs achètent moins, il y aura moins de consommation. Donc moins de consommation pour moins de production. On a besoin des trois. On a besoin du gouvernement qui mette en place des instruments, on a besoin du consommateur qui réfléchisse mieux, et puis on a besoin des entreprises qui produisent de manière plus propre et de meilleure qualité. On a besoin des trois parties. Ezra, on to you. Ezra? Yes, plus one. Oui, je suis d'accord. Tout ce dont on a besoin, c'est moins. Non. Very much inspired by the Beatles, this title. All we need is less. On pourrait refaire un remake des Beatles, mais je pense que l'important, c'est la traçabilité des vêtements, d'avoir vraiment des labels qui vous permettent de savoir quelle est l'empreinte carbone de vos vêtements, d'où ils proviennent, qu'est-ce qu'ils ont coûté, quels sont leurs impacts environnementaux. Il faut qu'on puisse visualiser. Et cette idée de passeport numérique qui est en création, vous pensez que ça peut être une bonne idée? Je pense que c'est un pas dans la bonne direction, mais malheureusement, c'est loin d'être suffisant. Et enfin, oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment.
On a besoin de plus de transparence et de traçabilité. Ce sont des pas gigantesques de nous assurer qu'il y a vraiment l'information qui est disponible sur chaque vêtement. Mais je pense aussi que l'éducation est très importante. Je pense que beaucoup de personnes ne sont pas conscientes du problème de la fast fashion, de l'industrie textile qui produit énormément, de la consommation qui est très élevée. Donc je pense que on doit essayer de trouver une voie en prenant un petit peu tout en compte. Lorsque vous dites beaucoup de personnes n'ont pas conscience de l'industrie textile, de ce qu'elle demande, alors il y a des personnes ici dans le public qui ne connaissent pas l'impact de l'industrie textile ou de la fast fashion. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes en une phrase? Joanna, s'il te plaît, une phrase. Informez-vous. Ezra? All we need is less. Tout ce dont on a besoin, c'est moins. Berthe? True cost. Le vrai prix des choses. Allez sur YouTube et recherchez True Cost. Je pense un client mieux éduqué. Oui, donc beaucoup de devoirs à la maison pour vous. Merci à vous quatre pour vos témoignages et pour ce travail que vous effectuez au quotidien pour améliorer cette industrie. Merci beaucoup. Elisabeth, Berthe, Ezra et Joanna. Merci à vous quatre. Et je pense que maintenant, nous allons rendre la scène. Ne partez pas tout de suite, mais on va juste aller sur le côté. Merci beaucoup. Merci à tous ces intervenants. Alors, l'opportunité, l'occasion est trop bonne. Ça va être mon premier acte du moment. Voilà, c'est mon cadeau pour vous, Charlotte. Et voilà notre contribution du moment. Alors, on a parlé beaucoup action pendant ce panel. Et justement, je voudrais donc glisser un petit mot sur l'action que nous annonçons maintenant pour IMS. Nous avons décidé de lancer une grande collecte de vêtements donc au Luxembourg grâce de profiter de la force de notre réseau d'entreprises. Donc nous appelons en fait toutes les entreprises de notre réseau à participer, à collecter un maximum de vêtements sur le mois de novembre. Des vêtements, on l'a compris, en bon état, propres évidemment, et donc auprès des salariés. Donc c'est très simple, il suffit de mettre un espace à disposition. Et puis ensuite, IMS et Spension, qui est donc associé à cette action, s'occuperont du reste. Donc Spension, je le mentionne, est co-créé par Caritas et la Croix-Rouge luxembourgeoise au Luxembourg. C'est le centre national en fait de collecte et de tri pour les dons vestimentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à participer à cette action-là, à cette collecte-là, et vous pouvez vous rapprocher de ma collègue Anne Dockès qui coordonne tout cela à merveille. Voilà, cette petite annonce étant faite, donc je m'adresse à vous, Charlène. Donc là, on a effectivement un zoom sur les vêtements Hello. On l'a vu, on l'a entendu, la personne de Fairtrade de le souligner. La question du coton, elle est assez centrale en fait au niveau de l'empreinte eau. Et oui, le coton, c'est la fibre textile qui concentre le plus d'empreintes hydriques. 70% de tout le textile est dédié au coton, puisque c'est une plante effectivement qui consomme beaucoup d'eau. Alors l'empreinte moyenne, c'est 10 000 litres par kilo de coton, mais ça dépend d'un pays à un autre. Par exemple, en Chine, on est à 6 000, en Inde, on est à 22 500 litres. Ça dépend du stress hydrique, en fait, du pays. Et donc, on a une question de quantité, évidemment, mais quand on regarde à l'échelle mondiale, par exemple, l'industrie de la mode, l'industrie textile, c'est 79 milliards de mètres cubes d'eau. 79 milliards de mètres cubes d'eau, pour vous donner une idée, c'est 79 lacs d'Annecy qu'on viderait chaque année pour irriguer tout le textile. On a un problème de quantité et aussi on a un problème de qualité, puisque effectivement, cela a été rappelé, l'industrie textile nécessite beaucoup de pesticides, 200 000 tonnes par an, et c'est 22% de l'utilisation mondiale de pesticides. Donc, effectivement, c'est responsable de la pollution de toutes les masses d'eau du monde, 20% à peu près.
Et comme on l'a dit tout à l'heure, les pesticides, une fois qu'ils sont émis, ils restent pendant longtemps, ils se dégradent et là, on ne contrôle plus ce qui se passe. Donc effectivement, on a un problème de quantité et de qualité de l'eau. Et je vais mettre aussi en lumière quelque chose dont on n'a pas parlé. Par exemple, donc c'est l'empreinte eau d'un t-shirt ou d'un jean. Donc on peut quantifier la consommation en eau, la pollution de l'eau, mais on ne quantifie pas dans cette empreinte eau l'énergie nécessaire pour le transport et pour tout ce dont on a besoin en fait dans l'analyse du cycle de vie du produit. Donc encore une fois, avoir en tête que l'eau, l'énergie et les cultures aussi ont un impact sur l'eau de manière globale. C'est l'ensemble du cycle de vie qu'il faut prendre en compte et donc l'impact de l'eau sur ce cycle entier. Alors, lorsque nous avons préparé ce forum, vous m'avez parlé de l'histoire de la mer d'Aral et en fait, je voudrais que le public puisse l'écouter, cette histoire-là aussi. Et oui, la mer d'Aral, c'est une mer qu'on dit endoréique, ça veut dire qu'elle est fermée. On pourrait dire qu'en fait, c'est un lac, sauf qu'elle est salée. Et donc, la mer d'Aral, elle est alimentée par le fleuve Amou Daria. Amou Daria est un fleuve qui, dans les années 50, avait un débit de l'ordre de 50 km3 par an. Alors, pour vous donner une idée, c'est équivalent au flux d'eau qui s'écoule du Rhône à la mer Méditerranée. C'est à peu près pareil. Pardon, ça. Et 50 km3, donc c'était avant l'irrigation du coton. Et donc, on a aujourd'hui le fleuve Amou Daria qui est à 10 km3 par an, c'est-à-dire qu'on a divisé par 5 son flux d'eau, ce qui fait que la mer d'Aral a disparu sur plus de 50% de sa superficie. Donc, il y a eu énormément Il y a eu une prise de conscience. Des pêcheurs ont dû quitter la région. Ça a effondré une bonne partie de l'économie de la région. Et des travaux ont été entrepris pour essayer d'endiguer la mer d'Aral et lui faire remonter son niveau, mais jamais elle ne retrouvera son niveau d'origine. Donc, en raison de la cause de cet assèchement de cette mer d'Aral, évidemment, c'est le coton irrigué de l'Ouzbékistan. Et évidemment, encore une fois, le coton qui est une plante qui est très consommatrice en eau. Voilà. Donc, dans le coton est un bout de t-shirt que l'on pourrait porter sur nous, c'est un bout de la mer d'Aral que l'on porte sur soi. Voilà, on porte chacun d'entre nous, portons un bout de la mer d'Aral. C'est quand même le témoignage de notre capacité à faire fi, finalement, de l'urgence environnementale, passer outre et garder nos modèles sans les remettre en cause. C'est un petit peu déplorable, effectivement. Mais un dernier point, je pense, pourrait être pratico-pratique, ce sont les solutions. Donc, quels sont les types de solutions vers lesquelles on peut s'orienter, toujours sur le point de vue de l'eau ? Eh bien là, on en a vu beaucoup. Il y a énormément de solutions qui ont été évoquées. Effectivement, déjà la réduction, le réemploi, faire durer. Alors, je vais vous le dire tout le long de l'après-midi, ralentir. Donc la slow fashion, c'est une manière de ralentir aussi notre consommation en vêtements et donc nos déchets, etc. Donc recycler, mais aussi recycler l'eau dans les process industriels, recycler toutes les eaux que l'on utilise. Ça va poser une question d'énergie nécessaire pour recycler cette eau. Donc on a aussi besoin d'ingénierie pour ça, pour utiliser less is better et utiliser le moins d'eau possible dans tous ces process, de la culture jusqu'à l'étagère de l'endroit où on va acheter le vêtement. Et jusqu'à nos machines à laver jusqu'à aussi. nos machines à laver aussi, parce qu'on l'a vu, voilà, ces microplastiques que l'on retrouve dans les cours d'eau, effectivement, proviennent de ces vêtements. Donc recycler, ralentir, voilà. Merci pour ces conseils d'une grande sagesse. Alors, sans plus attendre, nous allons passer à l'acte 3 de ce forum, Behind Your Food. Alors, Behind Your Food, c'est une table ronde, certes, oui, mais pas comme les autres, vous pouvez le voir. On y dégustera des plats surprenants d'un chef étoilé, donc je ne vous en dis pas plus, mais on parlera quand même, bien entendu, de notre système alimentaire mondial, de ses limites, mais aussi des solutions. On va explorer l'ocavorisme, cuisine zéro déchet, agriculture régénérative, etc. Bien d'autres sujets. Nous allons retrouver tout de suite Nancy qui modérera ces débats et aura la triste tâche de goûter à ces plats. Mais bon, bien sûr, juste avant, place à l'improvisation.